Bonjour, on est le jeudi 12 septembre. Normalement, je fais cette vidéo le temps qu'il fait le vendredi, mais demain, je serai occupé parce que dans l'après-midi, j'ai mon débat avec Henri Guénaud. Alors, ça va être intéressant. J'ai eu l'occasion de parler avec Henri Guénaud il y a quelques années et nous étions d'accord sur un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, mais ce sera très intéressant. Je crois que ce débat qui aura lieu demain à Montpellier, si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à venir écouter ça. Alors, de quoi je voudrais parler aujourd'hui? Je voudrais parler surtout d'un progrès. Je parle quelquefois dans les vidéos de marche arrière, de choses qui sont désespérantes. Parfois, je parle de frémissement. Et là, ces jours derniers, on a quelques frémissements. On a parlé hier dans un article du Financial Times de ce qui se passe à Bruxelles, de la pression qui est mise maintenant sur les Pays-Bas, sur l'Irlande et sur le Luxembourg en matière de fraude fiscale, d'évasion fiscale, d'optimisation fiscale, des arrangements qui sont faits, qui sont, je dirais, assez choquants quand on les analyse dans le détail dans ces pays et qui permettent aux entreprises d'aller s'installer là, je dirais, légalement et de ne payer après pratiquement pas d'impôts ou, comme vous le savez, dans le cas de la compagnie Apple, de se délocaliser entièrement, de ne pas avoir pour les plus grandes composantes du groupe, de n'avoir aucune localisation véritable, ce qui leur permet d'échapper entièrement à l'impôt. Je ne dis pas que la compagnie dans son ensemble, mais les parts principales du conglomérat sont arrivées en jouant les législations les unes contre les autres, à parvenir à obtenir le moins-disant fiscal absolu, c'est-à-dire de ne pas être localisé quelque part, de ne pas avoir son siège social sur un endroit de la terre, de flotter à mi-hauteur et du coup de ne pas payer du coup d'impôts. Alors les États se rebellent quand même un tout petit peu. Je dis un tout petit peu parce qu'il y a des tas de choses qu'ils tolèrent encore entièrement. Et vous verrez dans ma chronique du Monde, la section économie, de lundi qui vient, je tape une fois de plus sur le clou de la spéculation. Nous tolérons absolument la spéculation depuis qu'elle a été autorisée à la fin du 19e siècle dans des textes de loi. Hier, j'ai eu une conversation encore où on me disait, en fait, c'est bien compliqué d'interdire la spéculation, on a du mal à la définir. Non, elle est définie dans l'article 133 du FASB, du règlement comptable aux États-Unis. Elle est définie très clairement pour des raisons fiscales, mais la définition est très très simple. Il est très facile de définir, de déterminer la différence entre quelqu'un qui prend une position sur un marché financier comme couverture, parce que ça réduit le risque global, et on peut faire le calcul très aisément, puisqu'il y a une annulation d'une position par l'autre. Bon, souvent la couverture n'est pas parfaite, et on pourrait calculer dans quelle mesure, d'ailleurs on le fait, dans quelle mesure la couverture est parfaite ou non. Mais il y a des opérations, des paris. Les paris ajoutent du risque dans le système. On crée de toutes pièces, entre parieurs, un risque supplémentaire. Donc la définition entre spéculation et ce qui n'est pas spéculation est extrêmement, extrêmement simple. Les articles de loi qui l'interdisaient, jusqu'en France, jusqu'en 1885, en Belgique jusqu'en 1867, je n'ai pas retenu les dates pour la Suisse, mais c'est à cette époque-là que les milieux d'affaires, les milieux banquiers font pression sur les parlements pour que, sous prétexte, il faut regarder ces textes, de modernité. C'est la modernité qui demande, qui exige qu'on autorise la spéculation. Depuis la spéculation plombe le système économique depuis toujours, depuis cette époque, dans des grandes époques de colonialisme. On crée une richesse en pompant la richesse des pays qu'on a envahis, et la spéculation apparaît, je dirais, moins importante parce qu'elle est
dans cette gabegie d'utilisation du monde, dans cette gabegie d'utilisation du pétrole et du charbon comme énergie. Tout ça n'apparaît qu'en arrière-plan. Quand on arrive dans une situation comme les nôtres, la spéculation peut drainer jusqu'à 80% des ressources. Ça paralyse l'économie. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut absolument empêcher qu'on continue comme ça. Malheureusement, depuis 2008, depuis le début de la crise, on ne parle malheureusement que de demi-mesures. On ne parle pas de mesures sérieuses comme l'interdiction de la spéculation. On parle de demi-mesures comme une taxe sur les opérations financières, une taxe Tobin. On parle de réintroduire des choses de l'ordre du Glass-Steagall Act, c'est-à-dire la séparation des activités des banques d'investissement et des banques commerciales, que des demi-mesures. On ne parle pas de mesures sérieuses comme la réinterdiction de la spéculation. Or, il faudra absolument passer par là. Alors, l'autre chose qui en arrière-plan est une bonne chose, c'est le fait que une guerre totale avec la Syrie semble s'estomper un petit peu. Enfin, c'est pas dit que ça va pas se passer, mais vous vous souvenez peut-être d'une intervention que j'avais faite en vidéo. Je parlais du fait qu'on soit de nouveau à la veille d'une guerre mondiale. Il faut dire, on attribue la responsabilité de ça en ce moment à monsieur Poutine, mais vous avez vu la personne qui a pris, je dirais, la décision de faire une ouverture, c'est monsieur John Kerry. Et là, il faut quand même dire quelque chose à propos de M. John Kerry. Vous savez, M. John Kerry s'est présenté contre George Bush aux élections présidentielles. Et s'il a perdu, c'était parce qu'il avait pris une position pacifiste dans la guerre du Vietnam. Il a été soldat dans la guerre du Vietnam et ensuite il est devenu, quand il a cessé, il est devenu le porte-parole des vétérans, des anciens combattants contre la guerre du Vietnam. Et la campagne républicaine contre lui s'est axée sur le fait qu'il était un pacifiste. C'est un médaillé, bien sûr, de la guerre du Vietnam. Il a fait des actes de courage dans ce bataillon dans lequel il se trouvait, où se trouvait sur ses Zodiac, ses Swift Boats. Et il a fait des actes de courage qui ont fait qu'on lui a décerné des médailles. Mais quand il est parti, quand il a quitté l'armée, il s'est mis à la tête de cette organisation des anciens combattants contre la guerre du Vietnam. Mais on ne lui a pas pardonné. Et le geste qu'il a fait l'autre jour, ce qu'il a soufflé à M. Poutine, c'est dans cette direction-là. Je veux dire, c'est dans cette voie-là qui est la sienne. Alors ça, il faut le souligner, il faut le saluer, il faut le saluer aussi, parce que c'est important. Si on a pu éviter des milliers ou des dizaines de milliers de morts, eh bien c'est une très bonne chose. Tout ça n'est pas terminé, cette guerre en Syrie n'est pas terminée, mais il faut saluer ce qui s'est passé ces jours-ci et les gens qui sont à l'origine de cette marche arrière. Bien sûr, M. Poutine a dû embrayer sur cette offre. Bien sûr, ça demande un certain nombre de personnes soient impliquées, mais il y a tellement de choses que nous avons regrettées depuis la nomination de M. Obama qui a été une telle déception par rapport aux espoirs qu'il avait créés, qu'il faut saluer, les petites choses, enfin c'est une chose importante, mais je veux dire les nouveaux éléments qui apparaissent, c'est une bonne chose. Il faudrait maintenant qu'un geste soit fait sur la NSA, qu'on enquête sur la manière dont cette agence était devenue un État dans l'État. Il n'est pas certain que ça puisse être fait. Vous vous souvenez, il y a une époque, il y avait un monsieur Edgar J. Hoover qui était à la tête du FBI et il était devenu un tel, comment dire, un tel seigneur de la guerre à la tête de cette organisation qu'on n'avait pas pu le déloger de ça. Il faut espérer qu'à la tête de cette organisation d'espionnage généralisé du monde entier qu'est la NSA, qu'on puisse faire mieux, Voilà, une petite vidéo, je dirais, faite rapidement et un jour différent parce que demain je suis occupé. Voilà.